Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci de vous être déplacée jusqu'à l'École européenne de chirurgie. Nous savons qu'en septembre, vous serez retenue par les journées parlementaires de l'UMP dont vous êtes la secrétaire générale adjointe, d'où l'enregistrement que nous effectuons maintenant. Donc j'ai une première question pour vous. Les journées que nous allons faire à Chamonix porteront sur la formation notamment. Quelle est la part de la formation dans les projets de votre ministère ? Moi, je crois beaucoup à la valeur ajoutée du numérique dans la formation, à tous les stades de la formation. Et d'ailleurs, on insiste, on a des projets sur tous les stades. Je pense à l'école primaire avec des outils comme le tableau blanc interactif, je pense naturellement au collège et au lycée, mais je pense aussi à la formation professionnelle, la formation initiale comme la formation continue. Et on essaye d'avancer sur tous les fronts de la même manière, avec tous les outils, y compris un outil comme le Serious Gaming, sur lequel je me suis mobilisée il y a plus d'un an déjà à l'occasion du volet numérique du plan de relance et qui a l'avantage d'associer un bénéfice en matière de formation et un bénéfice industriel, un bénéfice en matière d'emploi pour nous en France. Pourquoi ? Parce qu'on a 3 entreprises parmi les 10 meilleures mondiales dans le jeu vidéo. Donc on a vraiment les compétences, les technologies, les talents, on est bon là-dessus. Et en même temps, on n'est pas très bon sur le serious gaming pour des raisons historiques. Les Américains se sont beaucoup lancés dans le serious gaming. Ils ont fait notamment beaucoup de recrutement dans leurs armées avec le serious gaming. Et donc nous, on a à la fois les compétences et en même temps là, un champ qui est inexploité. Moi, je souhaite que les entreprises françaises s'investissent fortement dans le serious gaming. Et le serious gaming, c'est de la formation très souvent. Tout à fait. Et donc, si on peut prolonger cette idée, comment faites-vous pour soutenir ces entreprises dans le domaine du serious gaming ou autre ? Alors, dans le domaine du serious gaming, il y a eu un premier volet, c'était dans le plan de relance, c'était un appel à projet. J'ai sélectionné plusieurs dizaines d'entreprises, dont certaines dans le domaine médical. Je pense à un projet comme Ludomédic. Ce sont des projets qui ont mûri. La sélection s'est faite il y a un peu moins d'un an, mais ce sont des projets qui vont être progressivement présentés dans les mois qui viennent. Et puis maintenant, surtout, on arrive à la mise en œuvre du grand emprunt. Le grand emprunt, c'est 35 milliards d'euros en tout, donc 15% consacrés au numérique, 15% c'est 4,5 milliards. À l'intérieur desquels il est prévu de l'AI-santé, de l'AI-éducation, donc l'utilisation du numérique dans la formation. Donc, vous venez de faire le tour de l'exposition ici, de toutes sortes de simulations. Comment voyez-vous l'amplification de ce que nous avons vu ici? Est-ce que votre ministère peut être utile dans le fait que ce type de compétences puisse être largement diffusé en France? Vraiment, en choisissant d'avoir un volet de e-éducation et de e-santé dans le grand emprunt, on se donne les moyens et on donne les moyens aux équipes et aux entreprises d'avoir un coup d'accélérateur sur ces sujets auxquels on croit. Maintenant, c'est aussi aux uns et aux autres de nous proposer des projets. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé une consultation publique achevée en juillet. À partir de l'automne, il y aura des appels à projets sur ces différents sujets. Donc ce sera aux équipes de se mobiliser. Aux équipes, je dis aux équipes de manière large, parce que ça peut être de manière transversale entre les équipes médicales, les équipes industrielles, des boîtes. Moi, ce que j'essaye de faire avec le grand emprunt, c'est pas particulièrement de l'équipement, c'est du développement de la pratique. Avoir des pratiques, des contenus, des services qui sont de manière évidente avec une telle valeur ajoutée que derrière les investissements enchaînent naturellement. On ne peut pas imaginer avec le grand emprunt équiper toute la France en dispositifs de e-santé, de télémédecine ou de e-éducation. Non, en revanche, on peut espérer créer les outils dont tout le monde va avoir envie, tout le monde va avoir besoin et faire les démonstrations que ces outils sont utiles, que ces outils permettent aussi des économies par ailleurs qui rendent évidente leur financement. Oui, je pense qu'il y a eu un grand progrès dans les mentalités en France d'accepter ce type d'outils, ne pas dire que cela déshumanise. Il y a eu un bond en avant culturel. Je crois qu'on est en train de faire la démonstration à travers la qualité des outils qui sont présentés, qu'il n'y a pas de risque de déshumanisation. Il y a toujours l'intervention du praticien. Le numérique vient vraiment comme outil, comme accompagnateur. On n'est pas soigné par un robot, on est soigné par un praticien, mais qui est assisté, dont l'efficacité et le regard, qui reste un regard d'homme, est décuplé. Il reste une inquiétude à lever, mais là aussi c'est aux praticiens de faire la démonstration. C'est l'inquiétude que, entre guillemets, ça coûterait plus cher.
parce que finalement ce serait une nouvelle offre de santé qui viendrait se rajouter à d'autres et qui ne viendrait pas améliorer l'efficacité de tout le système. Moi je ne le crois pas et je pense que c'est par l'exemple, par la pratique, qu'on peut le démontrer. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas se permettre de pratiquer une moins bonne médecine sous prétexte que ça coûterait plus cher d'éliminer les erreurs. Non, je crois vraiment qu'il s'agit de projets gagnant-gagnant. On n'élimine pas le praticien, évidemment, on le complémente, on l'assiste, on lui donne des nouvelles dimensions, on lui donne des nouveaux outils. Mais on ne rajoute pas non plus une couche sur un système de santé dont on sait qu'il faut qu'on soit attentif à son coût. Non, on vient l'optimiser en quelque sorte. Et je pense que ces démonstrations-là sont en cours d'être faites. On doit pouvoir aller un petit peu plus loin dans la démonstration si on veut vraiment faire décoller les projets. Oui, il y a aussi les aspects privé-public dont vous avez parlé. 2 secteurs sur les 9 priorités du grand emprunt, donc comme vous avez dit, santé et éducation, sont des secteurs où certaines personnes ont du mal à les imaginer comme des secteurs en entreprise. Voyons que la santé est quelque chose qui doit rester dans le domaine de santé publique et je pense, passons à côté des opportunités de faire de la France un centre d'export aussi de compétences. Moi, les instructions que j'ai sur le grand emprunt, qui sont une lettre du Premier ministre, sont très claires. Nous voulons, avec le grand emprunt, faire effet de levier sur l'investissement privé, créer de l'emploi et de l'activité en France. Et donc il s'agit bien, sur nos différents projets, de chercher à associer des partenaires privés systématiquement, notamment des partenaires privés qui créent de l'emploi en France. Il ne s'agit pas d'aller acheter des équipements fabriqués à l'autre bout du monde. Non, ça c'est pas ça. Mais en revanche, créer de l'emploi, créer de l'activité dans nos territoires et sur ces sujets qui sont des sujets d'avenir, oui. Et donc bien sûr, le privé, il y a plus que sa place. Le privé est attendu. Dans le grand emprunt, nous attendons les partenaires privés, nous les voulons, nous les réclamons. Voilà, donc est-ce que votre ministère participe à essayer de passer le message que la santé est une source positive pour l'économie, est une industrie qu'il faut développer? Mon ministère passe pas de message particulier sur des compétences qui relèvent d'autres collègues du gouvernement. Moi, ce que j'essaye de passer comme message, c'est qu'avec le numérique, on a des outils qui sont bons pour la société. Je veux dire, on peut avoir des outils qui vont dans le sens de l'intérêt général et qui en même temps peuvent être bons pour l'économie, pour le développement de l'emploi et de la croissance en France. Voilà, moi c'est ça mon message. Ces outils, évidemment, ils sont appliqués à l'un ou l'autre secteur d'activité et parfois des secteurs qui sont plutôt majoritairement publics comme la santé, comme l'éducation. Mais ça reste après... chacun dans ses responsabilités, disons. Avons-nous une idée aujourd'hui du nombre de personnes employées directement ou indirectement par l'économie numérique? C'est très compliqué d'évaluer l'impact de l'économie numérique sur l'emploi et sur l'économie, parce qu'il y a le secteur lui-même, mais on peut compter le nombre d'informaticiens, on n'aura pas pour autant la réalité de l'importance de l'économie numérique en France. Et il y a surtout ce qui diffuse tout autour, ce que le numérique crée comme nouvelle compétitivité, ce que le numérique crée comme réinvestissement de temps, d'énergie, de compétences dans d'autres secteurs en fait. Et ça évidemment, ça ne se calcule pas. Alors on calcule en différenciant, en se comparant avec des pays qui ont plus ou moins investi dans le numérique. Par exemple, on tend à considérer qu'en France, dans les PME, on a un sous-investissement dans le numérique qui nous vaut presque 1 point de croissance sur les dernières années. C'est dommage parce que c'est un petit peu une évaluation négative, une évaluation par défaut, mais c'est à peu près la seule dont on dispose aujourd'hui. Donc vous avez parlé au début des forces de la France. Est-ce que vous pouvez élargir sur ce point, les forces de la France dans le domaine numérique? Il y a le haut débit par exemple. En matière de numérique, la France est bien positionnée. D'abord, elle a des bons réseaux et on va les améliorer encore avec le grand emprunt, mais la France a de bons réseaux. Ensuite, elle a un écosystème très très créatif de start-up dans le domaine numérique, à la fois dans les technologies amont du numérique, mais aussi dans le numérique appliqué à toutes sortes de secteurs. Donc la France a un bel écosystème là où elle est plus faible, et ça c'est traditionnel, c'est dans la croissance de ces entreprises qui est toujours à un moment ou à un autre rencontre une crise de croissance
qui peut être liée à la plus grande difficulté sur le marché français d'aller trouver des capitaux, encore qu'on ait trouvé quelques solutions à ce problème-là, qui est lié aussi à la taille du marché français. On a intérêt à créer un marché européen du numérique et on y travaille avec l'Union européenne. On a des startups dont on sait qu'elles partent ici ou là, et par exemple aux États-Unis, non pas tellement à cause de la capitalisation, mais parce que le marché là-bas est spontanément plus grand. Et c'est vrai que paradoxalement, le marché européen du numérique n'est pas unifié. C'est un des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Et si vous deviez regarder actuellement le progrès que vous avez effectué sur différents plans, quelle serait la chose dont vous êtes la plus fière? Moi, j'essaye de travailler à démontrer que le numérique, ce n'est pas un secteur économique, c'est pas seulement les informaticiens. Le numérique, en fait, c'est une révolution qui traverse la société, qui traverse tous les secteurs et qu'il faut prendre de manière positive. C'est-à-dire que si chacun dans son secteur se recroqueville et vit de manière défensive la révolution numérique, on perd des chances. Donc moi, j'essaye à la fois de faire en sorte que tout le monde positif, y compris dans le monde politique, hein, parce que je veux dire, cette critique, je la prends aussi pour le monde politique, que tout le monde positive et que tout le monde vive la révolution numérique, non pas seulement comme une affaire sectorisée avec une économie numérique, mais comme véritablement une société numérique qui est en train de se constituer, dans laquelle nous, Français, on a des avantages comparatifs, on a des possibilités de création d'emplois absolument considérables. Je reprends le slogan des années 70, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le numérique, c'est ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matières premières, on peut créer une start-up juste à partir d'une bonne idée et d'un ordinateur raccordé au réseau. Et ça, c'est des trucs sur lesquels, nous, en France, on a des vrais avantages comparatifs, on peut être vraiment bon. Je pense que c'est une excellente façon de terminer cette interview. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.